Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés en ce début du mois d'octobre où nous allons essayer de vous parler aujourd'hui de l'or. Alors on va faire une émission un petit peu en 3 temps. D'abord, on va vous rappeler, on va essayer de revenir sur ce qu'est l'or, pourquoi dans le temps l'or était d'abord une monnaie et puis ensuite a servi un petit peu d'étalon de mesure, c'est-à-dire que très longtemps, par exemple, le dollar a été arrimé à l'or, donc ça donnait une valeur à la monnaie et ça, beaucoup d'entre vous posent souvent la question, pourquoi ne retournons pas à un étalon or? Donc on va essayer de parler de cette notion dans un premier temps. On va aussi revenir sur les cycles économiques. Ceux qui nous suivent ont l'habitude de connaître la théorie des 4 cadrans, connue aussi sous le nom de portefeuille de Brown, qu'ils ont piqué à Charles, toujours est-il. Et donc ces 4 cadrans, on va revenir un petit peu sur la place de l'or dans ces 4 cadrans. Et ensuite, pour ceux qui voudraient aller plus loin, nous allons voir aussi un petit peu ce que l'or est en train de nous dire sur les marchés en ce moment, en le comparant, puisqu'on peut regarder sur un marché les valorisations de l'or qui est allé au travers du toit encore cette semaine. Et donc essayer de voir ce que l'or essaie de nous dire, ce que ça raconte sur nos économies, ce que ça raconte par rapport à nos 4 cadrans. Voilà. Donc, la première partie, c'est... Pourquoi l'or, en réalité, a une valeur, si tu veux. On a envie de se dire, quelque part, pourquoi est-ce qu'on ne partirait pas sur un retour à l'étalon or? Pourquoi on ne pourrait pas se dire aujourd'hui, décidons à la rigueur d'une monnaie arrimée comme l'était l'étalon or? Alors, tout à fait. Alors, on va essayer d'abord... Une monnaie, il faut partir tout à fait au départ, là, doit avoir 3 fonctions. Hein. La première, c'est ça facilite les échanges. Le troc. Ça évite le troc, quoi. Si tu dois échanger des carquois contre des flèches, eh ben, c'est embêtant parce que tu ne sais pas combien, mais oui, s'il y a un marché pour les deux, taux, tous les jours, tu échanges de l'argent pour l'un, l'autre pour l'autre, et hop, comme ça facilite. Donc ça évite le troc. Donc, instrument d'échange. Le deuxième, c'est mesure de la valeur, c'est-à-dire qu'il y a un prix qui se dégage quand il y a une transaction qui se passe, et ce prix, il est dans une monnaie qui te permet de dire, bon ben ça vaut, une poire vaut 2 pommes. Quoi, tu vois voilà, ce que je veux ça dire. fluidifie une économie aussi d'avoir et puis ça donne une information aux entrepreneurs. Oui. Si une poire vend 2 pommes, ils vont peut-être faire plus de poires que de pommes, tu vois ce que je veux dire? Oui, et puis si tu fais un pot-au-feu, comme ça tu peux te dire, étant donné que j'ai acheté 2 carottes et que le coût de la carotte est à ça, je dois mettre mon pot-au-feu à ça pour faire une rentabilité. Ça t'aide à mesurer à quel prix tu vas mettre tes produits aussi, parce qu'en effet, tu dois en prendre en compte le coût du travail, etc. Bon. Et puis la troisième, c'est une réserve de valeur. Alors la réserve de valeur, c'est ce qui vous permet, comme un petit écureuil, si vous voulez, qui met des noisettes pour l'hiver, là, dans son trou, ça vous permet de réduire l'incertitude du futur. Tu vois, donc, tu mets ça de côté. Et l'or, pour des raisons historiques, a toujours été une très bonne réserve de valeur, pour une raison assez simple, c'est que tu en fais assez peu. On en trouve assez peu, tu vois, c'est rare, oui. C'est rare. D'abord, c'est beau. L'or est beau, il faut dire ce qui est. L'or a des propriétés aussi. Donc, l'or, c'est en quelque sorte une espèce de... Une chose n'a de la valeur que si les gens l'acceptent comme ayant de la valeur. C'est-à-dire qu'on retourne dans la notion de valeur. Au début, les économistes ont pensé que la valeur, c'était en fonction du travail que tu avais collé dans quelque chose. C'était la notion marxiste de la valeur que M. Piketty continue à défendre avec beaucoup de compétences, enfin d'incompétences, pardon. Et donc, ça c'est faux. Parce que vous pouvez faire des diligences dernier cri aujourd'hui, qui seraient parfaitement confortables, ça fait rien, ça se vendrait pas, quoi. Donc, la valeur se concrétise dans un prix. S'il y a 2 personnes, si tu as ton pot-au-feu, là, s'il y a une personne si tu le vends à 20 € le pot-au-feu, s'il y a une personne qui l'achète, eh ben, automatiquement, la valeur et le prix, c'est la même chose. Donc, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre
c'est extrêmement difficile à expliquer, mais je vais m'y essayer. C'est que nous avons tous des idées de valeurs dans la tête. Hein. Oui. Les valeurs, c'est complètement subjectif. Je donne toujours l'exemple de la bague de ma mère, qui était une aigle marine, qui avait pas tellement de valeur. Mais pour moi, cette bague a une valeur infinie parce que j'ai toujours vu sur la main de ma mère. Donc, c'est ça. Donc je la vendrai jamais. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être mes petits-enfants. Quand ils trouveront ça ils diront que c'est ce truc-là, on va le vendre, tu vois ce que je veux dire, donc il n'a pas la même valeur, donc la valeur est subjective. Et puis de temps en temps, deux valeurs subjectives se rencontrent et il y a un prix qui est créé. Et à ce moment-là, le prix égale la valeur, mais dans la seconde d'après, ce sera peut-être fini, tu vois ce que je veux dire, c'est un truc tout à fait fugitif. Et donc les prix, c'est une espèce de mesure objective de la valeur, puisqu'il y a eu une transaction qui s'est passée à ce prix-là. Donc la valeur doit égaler le prix. Mais il faut, pour que ce système marche, que les transactions soient volontaires. C'est-à-dire que les deux parties soient volontaires. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que tous les deux se sentent gagnants. Moi, j'ai vendu mon truc, l'autre, il l'a acheté, Et donc, c'est un élément extraordinairement important. Et ce qu'il y a de certain, c'est que depuis 5000 ans que l'or est dans le système, personne n'a jamais refusé de faire des transactions en or. Tu vois ce que je veux dire? C'est généralement accepté comme réserve de valeur, quoi. Pourquoi? J'en sais foutre rien, mais 5000 ans, c'est suffisant pour penser que si tous les gens pensent que de la valeur, ça en a. Les gens me disent souvent, mais ça sert à rien, l'or. Je leur dis, ça sert à rien, mais si vous allez voir n'importe quel paysan dans n'importe quel pays du monde, vous lui donnez une pièce d'or, il vous nourrira pendant une semaine. C'est à peu près le même prix partout. Donc, l'or, c'est généralement accepté comme la réserve de valeur ultime. Voilà. Bon, c'est comme ça, on va pas. Alors, les gens me posent souvent la question du Bitcoin à ce moment-là. Et alors, le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? Le Bitcoin est en train d'être accepté, un peu comme l'or l'a été, comme une réserve de valeur. Ouais. Pour moi, j'ai pas à dire si c'est une bonne ou mauvaise idée. Je constate que le Bitcoin est accepté comme une réserve de valeur. Donc, pour l'instant, c'est une réserve de valeur, quoi. Je suis pas là pour dire c'est pas... Alors, je peux dire cette réserve de valeur, je la trouve pas très... Par exemple, j'aime pas beaucoup toutes les autres monnaies, soi-disant... Tu veux dire que tu n'es pas un grand adepte des fart coins? Des fart coins, des trucs comme ça, tout ça, il y a toute une série de trucs qui sont juste des blagues, mais vous savez, le fart coin, ça a été fait à Duke. Oui, c'est pour ça, on par en rigole beaucoup. Un copain Et le fart coin, c'était une blague, le type il a fait ça, et maintenant ça vaut 2 ou 3 milliards de dollars, donc les mecs ils sont un peu... Mais il n'y a rien, quoi, il n'y a rien derrière. Donc tout ça, c'est des escroqueries. Donc, il y a peut-être une nouvelle forme. Ce qui est très intéressant dans le Bitcoin, c'est que dans le passé, les monnaies étaient toujours adossées soit sur l'or, bon, comme le dollar à un moment, soit sur l'État, ce qu'on appelait le cours forcé, c'est-à-dire vous vous servez de ma monnaie ou je vous coupe la tête, quoi. Donc ça, c'est ce qui est une bonne façon de négocier. Une bonne façon de... voilà. Donc le cours forcé, et là, c'est une monnaie qui est créée par le secteur privé avec des procédures informatiques extrêmement complexes et qui n'est adossée ni sur l'or, ni sur le fait qu'on va me couper la tête. Donc c'est quand même très intéressant parce que c'est la première fois que le secteur privé essaie de créer une monnaie qui soit une réserve de valeur et qui soit complètement indépendante et de l'or et de l'État. Donc c'est rigolo, quoi. Ça m'intéresse beaucoup. Donc réserve de valeur. Et alors ce qui se passe en ce moment, depuis à peu près 15 ans, 20 ans, c'est que cette notion de réserve de valeur veut dire que si l'État emprunte, il va devoir rembourser, en quelque sorte, la même valeur. Tu vois ? Mais ils ont imprimé tellement de papier que le prix d'une obligation en pouvoir d'achat ne cesse de baisser, quoi. Bien sûr. Donc, ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, c'est, pour sauver leurs systèmes sociaux qui ne sont pas sauvés, ils essayent
de détruire la notion de réserve de valeur. Et alors, quand les pouvoirs politiques dans un pays essayent de détruire la monnaie comme réserve de valeur, qu'est-ce que font les gens de ce pays? Ils se précipitent pour acheter de l'or ou du bitcoin. C'est ça qui est de rigolo. Alors justement, c'est une bonne transition pour essayer de voir, avant que nous parlions de ce qui se passe en ce moment et ce qui s'est passé dans le passé, dans l'histoire, afin de définir une stratégie d'investissement. Alors, ceux qui nous suivent à l'Université de l'Épargne, vous savez, l'Université de l'Épargne, c'est l'institut que nous avons créé avec Charles il y a maintenant, et Léonard, un peu plus d'un an, et qui est né de votre demande véritablement d'apprendre à gérer l'épargne, parce que vos PEA sont très mal gérés, vos assurances-vie aussi. Donc, les produits dérivés, les produits structurés, c'est une saloperie, vous ne devriez jamais en avoir. Pas. Donc, on a créé cette petite université en ligne où on est déjà 8000 et où vous pouvez apprendre avec nous, main dans la main, à gérer un petit portefeuille. Et vraiment, ça s'adresse à n'importe qui a envie d'apprendre. Un petit ou un gros, d'ailleurs. Un petit ou un gros, oui, voilà. Mais si vous avez 3000 € et que vous voulez apprendre à les placer intelligemment pour avoir des intérêts composés, pour apprendre à avoir des dividendes réinvestis, ce genre de choses, eh ben, on est là pour ça. Voilà. Cela étant dit, recommençons donc. Vous savez que on vous en parle souvent, ce qui est la théorie des 4 cadrans. Alors vous pouvez avoir différentes économies. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle un boom inflationniste. Oui. Alors là, si vous voulez, avant d'en venir aux 4 cadrans, c'est le boom inflationniste. C'est quand vous investissez de l'argent, vous devez savoir 2 choses. La première, c'est ce que va faire l'économie. Est-ce qu'on va avoir croissance ou est-ce qu'on va avoir décroissance? Donc ça, c'est l'axe horizontal dans les 4 cadrans. Et le deuxième, c'est est-ce que vous allez avoir des prix qui montent ou des prix qui baissent? Et ça, c'est l'axe vertical. Donc ça vous définit 4 mondes dans lesquels vous pouvez investir. Alors le premier, c'est celui qui est tout à fait en bas à droite, c'est le cœur du capitalisme. C'est le boom déflationniste. C'est-à-dire que le capitalisme est naturellement déflationniste puisque les entrepreneurs essayent de baisser leurs prix pour foutre en l'air leurs concurrents. Tu vois. Donc il est naturellement déflationniste. Donc ça se passe avec les prix qui montent pas et l'activité qui monte. En quelque sorte, tout le 19e a été un peu en bas à droite. Là. C'était, de temps en temps, il passait en bas à gauche où on avait un bust. Donc ça se passait là. Et les booms déflationnistes, aussi curieux que ça paraisse, quand vous regardez la performance historique du marché des actions, vous voyez que ça monte toujours, mais qu'il y a des trous, hein, c'est très volatile. Et donc, vous avez cette espèce de chose qui monte tout le temps, qui est le marché des actions. Mais quand vous analysez, vous vous rendez compte que 70% au moins de la performance sur le long terme de ce marché des actions se passe dans le boom déflationniste. C'est-à-dire que vous gagnez de l'argent en bourse à peu près 40%, 50% du temps. Puis le reste du temps, vous ramez pour rien, quoi. Donc c'est quand même très intéressant. Ça veut dire un truc très important, c'est quand vous êtes dans un boom déflationniste, il faut bourrer comme une bête. Oui. Tu vois, ça paraît idiot, mais c'est le moment où il faut bourrer. Et après ça, c'est là où tu dois te bourrer en actions et en obligations. En actions et en obligations. Bon, les obligations, tu peux les garder, mais elles vont peut-être pas gagner beaucoup d'argent, mais comme il n'y a pas d'inflation, elles vont se débrouiller très bien quand même. Et donc, tout ce qui est or et cash, dans ces cas-là, tu les touches pas. Ça sert à rien. Ça sert à rien. L'or, à ce moment-là, donc, c'est vraiment, là, quand tu es là, c'est action, action, action. Action. Spilling. Voilà. Et si ça baisse, je rachète. Oui. Tu vois ce que je veux dire? On compense. Voilà. Donc, et puis bon, tu es dans un boom déflationniste, puis alors depuis maintenant qu'on a les fiat monnaies, c'est-à-dire les gouvernements qui le font, de temps en temps, les gouvernements, avant une élection, par exemple, se mettent à imprimer beaucoup d'argent pour créer une fausse prospérité. Oui, ça, ils savent faire. Ça, ils savent faire, et donc on rentre dans un boom inflationniste. Voilà. Et là, ça devient très embêtant, parce que c'est là où l'or commence à monter, puisque la réserve de valeur, la monnaie, perd de sa valeur, parce que tu en imprimes plein. Donc tu peux garder des actions, mais c'est pas tout à fait le même genre d'action. Ici, tu achètes grosso modo des valeurs de technologie, dans le boom déflationniste, et là, tu achètes plutôt des valeurs de pétrole, tu vois. Oui, d'accord. C'est ce que j'appelle toujours, il y a les valeurs d'efficacité et les valeurs de rareté. D'accord. Et là, tu achètes les valeurs d'efficacité, et là, tu achètes plutôt les valeurs de rareté. Donc, tu continues à garder des actions, mais... Donc là, typiquement, en boom inflationniste, tu achètes du air liquide.
tu peux acheter en boom inflationniste, tu peux avoir de l'air liquide. Non, tu achètes plutôt des Exxon. Des Exxon, Tu vois, d'accord. ou des Total. Et de l'or. Et de l'or. Et de l'or. Et de Et l'or. tu évites tout le reste. Donc tu évites le cash. Tu évites le cash et tu évites... surtout, tu évites les obligations. Oui, surtout tu évites les obligations. C'est là où tu commences à te faire massacrer sur les obligations. Et puis arrive, pour ainsi dire, toujours un moment où la méfiance de la monnaie devient telle que cette monnaie commence à se péter la gueule, les taux d'intérêt montent parce que plus personne n'a confiance. Et à ce moment-là, en principe, la banque centrale du pays est obligée de faire monter les taux courts fortement pour ramener la confiance dans le système, tu vois. C'est ce qui s'était passé avec Wagner. Avec Wagner, avec Volcker, Reagan, etc. Ça s'est passé à ce moment-là. Donc à ce moment-là, dans le bust inflationniste, l'économie va se viander parce que les taux d'intérêt montent beaucoup. Faut pas avoir d'actions, faut avoir du cash, mais il faut se préparer à acheter les obligations. Tu vois, parce que quand la purge sera terminée, ben, les taux vont baisser. Quand ça s'était passé sous Reagan, le marché des actions, ça avait été un bain de sang. Surtout, oui, ça avait été un bain de sang, il ne s'était pas passé grand-chose, mais le bain de sang s'était passé sur les obligations, où les taux d'intérêt étaient passés de 7 à 16. C'est-à-dire qu'une obligation normale avait perdu 50-60%, alors que l'obligation, c'est censé être ça avait été horrible, quoi. Mais par contre, c'est ce qui a créé le bull market des 40 années suivantes, parce qu'on est passé de 16 à 0. Tu vois, donc, plus les taux d'intérêt baissent, plus les gens achetaient des actions, parce que... Et puis, alors, ce qui s'est passé dans les années 30, il y a eu un bust inflationniste, c'était en 1929, par là, et la Banque centrale a fait une très grosse erreur, elle n'a pas contré ça, elle a laissé le bust se développer, et à ce moment-là, vous rentrez dans un bust déflationniste où les prix baissent et l'activité baisse. Et ça, c'est le worst case scénario. C'est là, il faut avoir que des obligations. Ouais. Il faut avoir que des obligations. Donc, alors ça, c'est le cas de cadran, si vous voulez, en vision temporelle, tu vois comment ça marche. Mais alors, il faut bien vous rendre compte aussi de quelque chose qui est très important quand vous analysez ça, c'est que vous dites, les deux là-bas, le boom déflationniste et le boom inflationniste, quels actifs? Ici, tu as des actions, ici, tu as de l'or, mettons, hein, tu vois là et là. Ce sont des actifs réels, qui ont une vraie valeur. Oui, oui. Qui ont une valeur. Alors, ils ont une valeur intrinsèque. Tu la mesures avec la monnaie, mais tu sais que ça a de la valeur, même si la monnaie disparaît. Tu vois, c'est-à-dire si le... Bien sûr, l'or, un gramme d'or, c'est un gramme d'or. Un gramme d'or, c'est un gramme d'or, une action liquide, c'est une action liquide. Ouais. Donc ça peut avoir différents prix, mais la valeur est là, tu ne sais pas la mesurer. Ce que disait Warren Buffett, qui était très 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 malin, qui l'est toujours d'ailleurs, il disait, quand vous achetez quelque chose, que vous payez c'est le prix, ce que vous achetez, c'est la valeur. Tu vois, c'est une notion quand même qui est très 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 subtile. Ça, je trouve ça très malin d'avoir dit ça. Donc ça a de la valeur, même s'il n'y a pas de monnaie. Et l'astuce du capitalisme, avec les Italiens au XIIe siècle, dont on ne dira jamais à quel point ils étaient géniaux, a été de créer une espèce de operating system, là, de système d'exploitation, là, qui est les monnaies fiat et tout. Et là, tu as donc le cash et là, les obligations. Mais ce sont des notions complètement théoriques. C'est abstrait, bien sûr. C'est complètement abstrait. Mais comme toute comptabilité en partie double. C'est-à-dire, l'idée, vous me donnez de l'or à Milan et vous allez le retrouver à Amsterdam, c'est une abstraction du système. Une abstraction. Et toute fiat monnaie est une abstraction. C'est une abstraction. Donc ici, on a les prix, mais ils peuvent ne pas avoir de valeur. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire, là, tu as les valeurs et tu n'as pas de prix. Et ici, tu as les prix et pas de valeur, et les hommes étant extrêmement intelligents, ils ont bidouillé un système qui permet, en utilisant ces actifs ici, de mesurer la valeur des actifs là-bas, les prix. Mais si les gouvernements déconnent à mort, comme le Venezuela, l'Argentine, Cuba, etc., ces deux trucs-là disparaissent. Et à ce moment-là, tu te retrouves pouvant investir que dans les deux là-bas. Et donc, c'est ce que j'appelle le portefeuille turc.
Oui, dont on a parlé avec... attends, tu l'as fait... Ah, alors ça, pardon, c'est une leçon qu'on a fait dans l'Université de l'épargne avec Léonard, le portefeuille... J'ai dû en parler ici aussi. Oui, on a dû en portefeuille, mais enfin, en tout cas, on l'a vraiment fait à fond dans l'Université de l'épargne. Ce qu'on dit, c'est que le portefeuille futur, c'est quand vous n'avez plus du tout confiance dans la monnaie, ce que vous faites, c'est que vous achetez de l'or et des actions. Bah oui. Vous touchez ni au cash ni aux obligations, puisque ça peut aller à zéro. Ça peut aller à zéro. Ça peut aller à zéro. Sûr. Donc c'est quand même comme. Alors que tu fais avec une monnaie vénézuélienne, quoi. C'est pour ça que les meilleurs marchés des actions, pendant longtemps, ça a été le Venezuela, parce que qu'est-ce que vous voulez que les pauvres Vénézuéliens achètent avec leur bolivar qui valait rien, les actions bolivariennes. Et on ne rappellera jamais assez que potentiellement l'immobilier aussi, à Berlin en 1937, se retrouve dans ce cadre-là. Voilà. Parce qu'on dit toujours que l'immobilier, vous le voyez ici, mais en vrai, est-ce que c'est tout le temps le cas ? Non, c'est pas tout le temps le cas. Ça va jamais à zéro, mais on peut perdre 70% d'une valorisation. Les gens peuvent vous payer vos loyers en monnaie de singe. Oui. Puisqu'ils vous payent dans la monnaie. Si la monnaie va à zéro, vous avez loué un appartement 2 000 € par mois. Ah, si vous faites du rapport, oui, si vous faites... Si d'un seul coup, alors c'est pas grave si vous avez de l'autre côté une dette qui va aller à zéro aussi, mais si c'est pas grave si vous habitez dedans, mais effectivement, si vous avez spéculé pour avoir un locatif... Si vous avez emprunté, ça va, vous gagnez sur l'emprunt ce que vous perdez sur les loyers, mais ça veut dire quand même que c'est mal pareil. Donc, il faut bien se rendre compte que le capitalisme, pour qu'il fonctionne, exige que cette partie complètement virtuelle... la partie monnaie, en quelque sorte, soit gérée convenablement. Or, ce que j'essaye de dire aux gens depuis un petit moment, c'est qu'elle est gérée très convenablement en Asie aujourd'hui. La Chine, les pays autour ont des monnaies tout à fait. Mais nous, on est un peu en train de faire n'importe quoi, comme on le voit avec la saga de la dette en France ou de déficit extérieur aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, j'ai une crainte presque... philosophique sur ce que valent exactement ces machins-là. Alors, j'aimerais que tu répondes pour les gens à cette interrogation qu'a eue Henri Guénaud, Henri Guénaud qui a été un ancien ministre, voilà, qui disait il y a peu, mais la France, je l'ai entendu sur CNews, la France n'est pas en dette, n'a pas de problème, parce que nous avons en épargne 2 fois le montant de la dette. Quel corneau. Pour une raison très simple, c'est qu'il pense, comme tout bon énarque, ministre, je ne sais pas s'il a été énarque, mais en tout cas, il pense que mes biens, que j'ai acquis par un travail forcené, au cours d'une vie d'effort, appartiennent à l'État. Mais non. Le droit de propriété individuelle, c'est un droit constitutionnel, et si vous regardez les seules sociétés qui ont fonctionné dans l'histoire, c'est quand le droit de propriété est respecté par l'État, c'est-à-dire c'est le libéralisme. C'est drôle comme tous ces fonctionnaires, de droite comme de gauche, ont vraiment l'impression d'être une caste qui pourrait arriver et dire un jour, nous prendrons votre bonne épargne. Et tu as envie de te dire, mais de droite comme de gauche, vous avez aucun respect pour le droit de propriété. Et en ce moment, je suis quand même un petit peu subjuguée de voir, je ne discuterai pas de la condamnation de Nicolas Sarkozy, qui est ce qu'elle est, et tout le monde arrive en disant, mais c'est incroyable, cette exécution provisoire. Mais mes petits cocos, vous étiez où quand ça a été voté en 2016 ? Vous étiez où quand le parquet financier l'a voté en 2013 ? Et a été créé. A été créé en 2013. A été créé par ce salopard de Hollande. Mais bien sûr. Parce que dans le droit français, si je me souviens exact, un juge d'instruction ne pouvait pas s'auto-saisir. Tandis que là, le parquet financier, il décide de poursuivre qui il veut. Alors ensuite, ils viennent dire « Ah, mais oui, c'était... » Mais tu crois pas, moi, si j'avais été un député RN, ça aurait été sur ma liste de courses. Certes, à l'époque, il n'avait que 2 députés, mais... dans un parti d'opposition pour dire attendez, il va falloir qu'on revienne sur cette loi, sur cette loi, sur cette loi, et dans ces 2 grandes maisons qu'on a décidé d'avoir avec plein de parlementaires qu'on paye un pognon de dingue, de revenir sur ces lois et d'en parler au Conseil constitutionnel, d'essayer de faire... Quand ils arrivent avec cette exécution provisoire qui est une atteinte en plus à la présomption d'innocence, puisque normalement... et de revenir dessus. Donc, encore une fois, nous avons des politiques qui, pour moi, ont une appréhension de la justice qui est quand même assez mauvaise et assez loin des préambules, des
du préambule de la Constitution, bien sûr, mais des fondements tels que la Magna Carta, que John Locke l'avait voilà. C'est-à-dire qu'il y a des choses comme la présomption d'innocence, le droit de propriété, ce genre de choses qui devraient vous être chevillées au corps. Et sur lequel on n'a pas le droit de légiférer. Il y a des endroits où ça s'arrête, la législation. C'est-à-dire que c'est pour ça que Locke disait que la justice exigeait qu'elle soit rendue par des jurys populaires. C'est-à-dire que quand tu as des corneaux qui ont fait l'école de la magistrature et qui sont inscrits au syndicat de la magistrature, comment ça s'appelle, le syndicat national de la magistrature. Le syndicat national de la magistrature, je ne sais pas quoi, vous vous retrouvez devant des gens qui vont vous juger en fonction de critères moraux qui n'ont rien à voir avec la Constitution, la justice, etc. C'est-à-dire qu'ils trouvent que vous avez trop d'argent, on serait condamné. Quels sont les crétins qui ont voté un jour de dire, tiens, si on donnait plus de pouvoir aux juges, tu te dis, mais vous le savez que les juges sont rouges depuis un moment. Quel est le génie... Mais ils le prennent eux-mêmes. Oui, mais quel est le génie chez les Républicains qui s'est pas dit qu'il fallait... Ils ont tous voté en 2016. Hein. Mais en première lecture, tu te dis, les Républicains étaient quand même un groupe d'opposition à l'époque, tu te dis, mais les gars, mais vous avez fait vos classes de droit ou pas ? Je vous ferai remarquer que ces deux saloperies ont été faites sous Hollande. Bien sûr. Quand on a dit que c'était un brave garçon, c'était une ordure phénoménale. Alors, on avait notre bonne amie la trotskiste Taubira, hein, bon, qui a mis tout le monde dans la rue aussi, et ça nous a bien occupés. Ce que ça veut dire, c'est que ça veut rien dire, parce que en plus, une partie de cette épargne n'est peut-être pas liquide. Et enfin... Et une partie de cette épargne est dans des assurances-vie qui sont déjà placées, parce qu'ils n'imaginent pas que c'est des tas d'or dans lequel Picsou... Non, ils pensent que l'épargne, c'est des tas d'or, mais si vous avez laissé de l'épargne à la banque, imaginez-vous bien que la banque a prêté ce pognon à quelqu'un. Donc si on vous le pique, qu'est-ce que va faire la banque ? Elle va se retrouver en train de rappeler le pognon à quelqu'un, dit donc il faut que vous me remboursiez tout de suite, et ça va déclencher une dépression. Donc, non, si vous voulez, ce qui est très surprenant en France, c'est l'extraordinaire incompétence des gens dans le domaine économique. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas que le droit de propriété est essentiel et que surtout ce qu'il y a d'important, c'est qu'il faut qu'il y ait du capital, ça c'est nécessaire, du travail, ça c'est nécessaire, et quelqu'un qui prenne le risque d'engager du capital. Et ça se fait de façon concurrentielle et celui qui se trompe, il perd tout. Et donc, si vous n'avez pas d'entrepreneur, vous n'avez pas de croissance. Et j'ai écouté un crétin de la CGT qui disait « Mais s'il n'y a pas de travailleurs, il n'y a pas de croissance non plus ». C'est vrai, mais du travail, il y en aura toujours. Il y a toujours des gens qui veulent bosser. Mais par contre, des gars qui veulent prendre des risques, si vous les massacrez sans arrêt, ce qu'on fait en France avec beaucoup de constance, si vous tapez sans arrêt sur les gars qui prennent des risques, à ce moment-là, ce que vous allez voir, c'est qu'ils vont tous aller prendre des risques à l'extérieur de la France. Et on va se retrouver un monde qui ne... Ce que disait Solzhenitsyn, que j'aimais beaucoup, c'est un monde dans lequel tout le monde est égal, n'est pas libre, et un monde dans lequel tout le monde est libre, n'est pas égal. Eh bien oui, il y a des gens qui ont cette capacité à prendre des risques. Il y en a 8 sur 10 qui échouent, il y en a 2 sur 10 qui réussissent, et il faut surtout bien foutre la paix à ces 2 sur 10, parce qu'ils ont ce don divin de créer de la valeur, là où avant il n'y en avait pas. Et c'est certainement pas les gars de LFI qui savent créer de la valeur. Tu as un neveu par alliance récemment qui a toujours été un entrepreneur. Qui s'est cassé la gueule avant 2 fois. Mais il a mis 20 ans à créer des business qui vivotaient, nanana. Et puis à un moment, il a créé un business, on ne va pas vous dire dans quoi pour pas, voilà, qu'il a revendu à LVMH, je crois. Oui. Plus de 100 millions. Plus de 100 millions, voilà. Mais il faut voir que pendant 20 ans, il a tenté de créer des concepts. Et donc pendant 20 ans, il a 100 fois sur le métier mis son ouvrage. Alors à la fin, évidemment, ça s'est valorisé à 100 millions. Mais ça aurait pu jamais se passer. Ça aurait pu jamais se passer. D'ailleurs, dans la famille, on rigolait doucement en disant... Oui, c'était un peu le raté de la famille. Hein. C'était pas le raté, mais enfin on disait, sa femme a beaucoup de mérite, quoi. Non, puis, vous imaginez pas, l'entrepreneur, c'est quand même le cinglé de service. Donc, il faut quand même le
le laisser délirer dans son coin et pas trop. Parce que de temps en temps, il y en a un qui trouve le pot d'or. Mais c'est vraiment l'histoire de faire du feu avec des silex. Hein. Tu les frottes, et puis il y a une étincelle, hop, ça prend. Et ce qui est très extraordinaire dans la société américaine, c'est à quel point ils acceptent l'échec. Parce qu'un type comme Steve Jobs, qui a été créé Apple, qui a créé des tas de choses autres, il s'est cassé la gueule un nombre de fois considérable et tout le monde lui disait c'est pas grave, un jour tu réussiras. Et il a réussi au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Donc ce qu'il y a d'un peu triste en France, c'est que si un entrepreneur échoue, il est barré à la Banque de France, il peut plus faire des prêts, etc. Donc nous, on n'a pas cette même indifférence vis-à-vis de l'échec. Et nos dieux, si vous voulez, c'est le type qui a fait l'ENA, l'inspection des finances, et qui n'a jamais pris un risque dans sa vie. Alors lui, ça, c'est celui que tout le monde doit avoir comme gendre, tu vois. Mais c'est des crétins qui servent à rien, quoi. C'est pas parce qu'ils sont bien payés par l'État. Quand tu as commencé ton business, que tu as arrêté la Banque de Suez, tes parents se disaient que tu n'étais pas bien normal dans ta tête quand même. Non, j'étais pas tout seul dans ma tête, parce que quand même l'idée d'aller expliquer aux banques qu'elles devaient faire de l'argent de leurs clients, c'était quand même une idée qui était particulièrement stupide. Donc ma grand-mère était un peu effarée en se disant « Enfin, tu as un très bon travail, pourquoi tu... » Pourquoi faire, enfin, Charles? Enfin, laisse-le, le petit. Oui, et là, c'est là où ta mère a été remarquable, parce qu'elle m'a toujours dit, allez, va te faire casser la gueule là-bas, allez, vas-y. Donc elle était tout à fait d'accord pour que j'aille me faire casser la gueule à l'extérieur, ce que j'ai fait avec beaucoup de bien. Mais, et aussi, j'ai ramassé des gamelles, alors ça, Dieu sait que j'en ai ramassé. Donc si vous voulez, c'est un petit peu, encore une fois, vous avez les gars dans la peinture qui font qui ont été aux Beaux-Arts, qui font n'importe quoi, qui prennent de très beaux tableaux bien classiques et tout, donc, et ça vaut pas un clou. Et puis vous avez un type qui arrive et qui fait un taureau de Picasso qui s'appelle Picasso, et puis ça vaut des cents et des mille. Donc, il devrait y avoir une espèce de respect presque religieux devant le gars qui est capable, parce qu'il a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu, de créer de la valeur à l'endroit où il n'y avait rien, quoi. C'est quand même très surprenant, ça. Mais on oublie quand même, dans Picasso, si tu veux, il y a effectivement, j'ai dessiné un taureau à un instant T, mais il faisait énormément de croquis et il avait une connaissance des arts aussi. Si tu veux, quelque chose comme les Demoiselles d'Avignon repose elles-mêmes sur tout un tas de peintures antérieures. Ça, quand tu le vois, ce qu'il avait fait avant, comment il peignait comme le Gréco, il y a un moment. Voilà, donc il avait bossé pendant 25 ans avant d'avoir son trait, mais il était déjà génial. Et ça repose sur une culture justement de l'art, de l'art africain qui a été intégré à l'intérieur. Absolument. Et pour rompre les codes, quelquefois, il fallait déjà les connaître. Il les connaissait tous, mais il les a rompus. Il paraît qu'il était très méchant en plus. C'était pas du tout un type agréable. Enfin, ça fait rien. Il paraît que Dali aussi était affreux. Dali, si vous voulez, moi j'ai eu un choc monstrueux un jour avec Dali. J'ai vu un portrait du Christ au Golgotha. Tu sais, mais tu vois toujours la croix qui monte comme ça, puis le Christ qui est pendu. Là, il le prenait de l'œil de Dieu, tu sais, tu le voyais du dessus, la nuque, la croix qui descendait, et puis la terre en bas, tu vois. Ça m'a fait un choc. C'était incroyable. Personne n'avait jamais eu cette idée de prendre le Christ avec l'œil de Dieu, quoi. C'était... bref, je vous dis ça comme ça n'a rien à voir avec le sujet, mais ça veut dire que ces gens-là qui ont ce don de création, vous prenez un gars comme Musk, mais il faut bien lui foutre la paix. Il est fou comme un lapin, mais il faut bien lui foutre la paix, parce qu'il a déjà créé des trucs qui sont invraisemblables. Et chaque fois qu'il a créé quelque chose, la première fois qu'il a créé quelque chose, c'est un système de paiement par informatique, là, il a pris tout son pognon, 300, puis il est allé le foutre dans sa base. 300 millions, il est allé les foutre à faire des voitures électriques. Et puis maintenant, il a pris le pognon qu'il a fait dans la voiture électrique, il est en train de faire des satellites. Et puis ensuite, il aura fait des satellites, il va trouver une façon de mettre sur un téléphone un récepteur de satellite, une antenne, et comme ça, vous n'aurez plus besoin ni de SFR, ni vous prendrez un abonnement chez lui. Parce qu'on sait ce que c'est. Dis-moi, est-ce que tu veux qu'on parle... Alors, on a fait une leçon très très ténue et très très approfondie sur les graphiques qu'on va vous présenter pour l'Université de l'Épargne. On avait fait cette leçon. Donc, et aujourd'hui, on va faire quelque chose de plus léger, parce que ici, je considère que c'est un peu... de la culture générale. De la culture générale. Et pour ceux qui veulent aller plus loin en gestion...
vous aurez compris, c'est l'université de l'épargne. Mais c'est donc pas là, pour ça qu'on ne va pas donner des leçons aussi voilà. à ceux qui ne veulent pas être à l'université de l'épargne, mais qui veulent comprendre un peu ce qui se passe donc dans on leur va le faire de portefeuille. façon plus généraliste. Ne vous inquiétez pas si vous avez déjà donc vu ces graphiques, mais on vous les aura expliqués Voilà. plus profondément. Alors, prenons le premier des graphiques. C'est, grosso modo, vous vous dites, l'or réserve de valeur. Oui, alors attends, je reprends. On va vous expliquer ici ce que l'or nous raconte dans l'histoire en ce moment. C'est-à-dire... Et ce qu'il nous a raconté par le passé. Ce qu'il nous a raconté par le passé. Donc on part du principe qu'en ce moment, il se passe des trucs et qu'on a du mal à lire les marchés, comme vous savez. Donc on va prendre notre ami favori, l'or, et on va voir qu'est-ce que l'or nous raconte comme histoire. Alors grâce au petit graphique de Charles, on est en train de regarder, là maintenant, ce que l'or nous a à nous raconter dans l'histoire. Alors le premier graphique s'appelle taux à court terme et or, et donc c'est une mesure entre les taux. Vous prenez $100, vous touchez 5% par an dessus, ça veut dire qu'à la fin de l'année, ça vaudra 105. Si l'or n'est pas monté de 5%, la ligne noire, là, montera. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être dans les taux courts que dans l'or. Alors, rappelle aux gens, c'est quoi les taux courts? Les taux courts, c'est ce que vous achetez des bons du Trésor à 3 mois, c'est ce que vous touchez sur le livret A, mettons. Ouais, voilà. Ça. Donc, quand la ligne noire monte, ça veut dire que la monnaie fiat fait mieux que l'or. Donc, c'est pas la peine d'avoir de l'or. Toutes nos monnaies. Nos monnaies. Donc, c'est pas la peine d'avoir de l'or. Voilà ça. Puis quand la ligne baisse, ça veut dire qu'il vaut mieux avoir de l'or. Et pour stabiliser un peu la façon de réfléchir, je mets une moyenne mobile à 7 ans, qui est la ligne rouge. Voilà. Parce que vous voyez, ça enveloppe bien les mouvements. Donc, tant que la ligne noire est en dessous de la ligne rouge, j'ai de l'or. Quand la ligne noire passe au-dessus de la ligne rouge, j'ai des bons du Trésor à 3 mois. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une période inflationniste extraordinaire dans les années 70, les anciens s'en souviennent, avec le prix du pétrole qui est passé de 3 à 30, etc. Bien sûr. Et pendant cette période-là, il fallait avoir de l'or. Et puis Volcker, dont on a parlé tout à l'heure, arrive, fait monter les taux courts de façon extraordinaire. Mais vous voyez, là, on passe quand même sur le rapport de 120, si vous avez mis 120, à 10, à 8. Donc vous imaginez la gamelle de la monnaie vis-à-vis de l'or. C'est extraordinaire. Là. Vous multipliez par 9 ou 10. Puis là, vous repassez, ça remonte. Donc on est bien géré, honnêtement, on est bien géré par Volcker et son successeur, qui s'appelait Greenspan, on peut dire de 1980 à 2000-2002. Et en 2000-2002, il y a un crétin qui arrive aux États-Unis, qui s'appelle Bernanke, qui recommence à faire des bêtises, à mettre des taux d'intérêt courts, etc. Donc l'or commence à monter, paf, à ce moment-là, vous vendez vos obligations américaines, votre cash américain aux alentours de 2003-2004, vous vous remettez en or et vous faites un premier vague. Ensuite, vous avez la grande crise de 2008-2009, la crise de l'euro, et vous dites, bon, ils vont reprendre leurs esprits quand même, donc vous arrêtez d'acheter de l'or. On a une période où ça vasouille, là, entre les deux. Vous voyez, ça vasouille, j'ai la ligne horizontale grise, là. Ça avait vasouillé aussi à l'époque, d'ailleurs, en 70. Vous voyez, ça avait touché, ça avait rebondi dessus. C'est une espèce de truc où les gens se disent, bon, qu'est-ce qui va se passer? Et puis alors, on peut dire que depuis 2020, et surtout depuis l'arrivée de la guerre en Ukraine, vous savez que les guerres, c'est très mauvais pour les monnaies, c'est très bon pour l'or en général. Hein. Oui, toujours, parce que c'est un réflexe de protection. Et on se dit, je ne sais pas si le gouvernement sera encore là demain, enfin le pays où j'en ne sais rien. Non seulement ça, mais en général, ils se mettent à imprimer de l'argent comme des fous pour acheter des tanks. Bien sûr. Ce qui n'est pas une bonne idée. Donc, vous voyez, aujourd'hui, les marchés sont en train de se dire, tiens donc, le dollar, c'est quand même une énorme saloperie. Et si vous regardez visuellement ce graphique, comme ça, vous avez une espèce d'immense W, vous voyez, comme ça. Vous dites, tiens, on va peut-être faire un tour où ça s'est arrêté la dernière fois, c'est-à-dire 50% de là où on est aujourd'hui. Donc, mais vous voyez, vous avez l'impression que le machin, il va finir de dégueuler là où il a dégueulé la dernière fois. Vous voyez, je veux dire, il y a 40 ans, quoi. Peut-être pas, hein, j'en sais rien, peut-être on ira au-dessous, c'est pas... Donc là, il vous dit, vaut mieux avoir de l'or que du cash, en dollars. Oui. Alors vous vous dites, oui, mais nous, on est bien gérés parce qu'on a l'euro. Bien évidemment. Bien évidemment. Et vous vous dites que je vais prendre une obligation française. Vous savez, l'obligation française à 10 ans, c'est dans le fond avec ça que vous avez mis dans vos
vos trucs d'épargne, là, comment ça me va. Donc, rebelote, vous avez là... Vous voyez que les obligations françaises, pendant les années, mettons, De Gaulle et le début de Pompidou, oui, ça monte, ça fait mieux que l'or. C'est-à-dire qu'on est géré normalement. Arrive Giscard, la hausse des prix du pétrole. Bon, on passe de 160 à 10. Oui, bon. Donc là, si vous avez de l'or, vous faites quand même vachement mieux que si vous avez gardé vos obligations. Jusqu'au moment où M. Mitterrand est élu, bon, ça sera Tatina qui mieux. Et puis, grâce à ce qui se passe aux États-Unis, M. Delors est obligé de changer la politique économique de la France. C'est ce que M. Onfray appelle sans arrêt le moment où on a trahi. Si vous voulez, en 82-83, c'est le moment où d'un seul coup, on a abandonné le socialisme proudhonien pour devenir monétariste. Non, Onfray dit que c'est le moment, la révolution libérale de Mitterrand. Ce qui me fait hurler de rire. Libéral et Mitterrand dans la même phrase, fallait quand même oser. Fallait quand même oser, mais en même temps, comme ça se passe aux États-Unis et que dans le fond la France s'est couchée devant la Bundesbank, etc. Bon, j'en ai beaucoup parlé. Il valait mieux avoir des obligations qui, à l'époque, je rappelle aux gens quand même, étaient à 17% les obligations françaises, 17% par an. C'est-à-dire que vous disiez, à 17% par an. Vous doublez votre capital en 4 ans, quoi. C'était ce que disait cet ami de notre grand-mère dans le Sud-Ouest. Il disait, mais enfin, Charles, expliquez-moi pourquoi c'est mal. C'était une gamme qui avait un peu trop d'épargne pour son bien, et elle trouvait que les taux d'intérêt à 17%, c'était trop très long. Bien. Elle ne voyait pas du tout, elle. Et peut-on lui donner tort? Enfin, de son point de vue. Elle touchait 17% par an, ma foi. L'inflation était de 10, donc elle se disait, au réel, le problème. Oui, ça se passait bien. Donc, on arrive en 2000, et en 2000, c'est là que, dans le fond, on crée cette merveille qu'est l'euro. Avec ce corneau c'est là où il prend forme. Donc à ce moment-là, vous voyez, là, ça monte très fort juste avant l'euro, parce que les taux d'intérêt français s'alignent sur les taux d'intérêt allemands, ce qui permet aux socialistes de continuer à faire des bêtises, quoi. Mais depuis l'arrivée de l'euro, allez, 2000, vous voyez qu'on a eu les mêmes deux vagues qu'aux États-Unis. D'abord, on a beaucoup mieux fait sur l'or, la crise de l'euro en 2012, etc. Une petite ressucée de hausse en se disant peut-être ils vont arrêter de faire des bêtises, puis maintenant on est certain qui continuent à faire des bêtises. Donc la question essentielle que doivent se poser tous les gens qui ont des assurances vie en obligation, j'espère qu'il n'y en a pas parmi ceux qui nous écoutent, parce que depuis le temps parce que là, franchement, vous le faites exprès. Parce qu'on veut bien aider, mais il faut faire un effort de votre côté. Il faut faire un effort. Voilà, donc on est à 60,4. La dernière fois, on s'était arrêté à 10. À l'allure où ils traitent les problèmes budgétaires en France, c'est-à-dire qu'ils en parlent, et qu'ils disent il faut taper les riches, ce qui est une imbécilité, mais... on va pas revenir. Il y a une très bonne émission de Charles et Léonard sur la taxe Zuckman et M. Piketty, plus un billet qui est sorti cette semaine. Donc je vous invite... sur l'Institut des libertés que vous pouvez lire. Donc, si vous voulez, moi, je regarde ce graphique comme ça, on a franchi l'espèce de ligne horizontale au milieu où ça vasouillait d'habitude dans le temps, vous voyez, donc c'est franchi, ça. Donc je me dis, il n'est pas exclu qu'une obligation française, ça perde encore les 70% vis-à-vis de l'or, quoi. Donc plutôt que d'avoir des assurances vie dans lesquelles vous avez des obligations françaises, je me tue à vous dire qu'il faudrait mieux avoir de l'or, quoi. Donc pour ceux qui viendraient d'arriver en cours de route, à la rigueur, regardez dans vos PEA, vos PEL, de quoi ils sont constitués, parce que très souvent, on vous a collé des obligations d'État. Sortez-en pendant qu'il est encore temps, et quitte à acheter de l'or, encore une fois, même s'il est très haut, 1 gramme d'or, c'est toujours 1 gramme d'or. Alors qu'une obligation... Ce qu'on essaie de vous dire, et c'est une notion très importante, c'est que l'or... a une valeur. A une valeur, mais n'a pas de prix. C'est-à-dire 1 gramme d'or, ça vaut 1 gramme d'or. Donc vous regardez... C'est ce que disait Warren Buffett tout à l'heure. Vous achetez la valeur, vous achetez pas le prix. Oui, et donc aujourd'hui, vous vous dites, dans le fond, ce qui a beaucoup bougé par rapport à l'or, c'est est-ce que les obligations françaises sont sérieuses ou est-ce qu'elles ne sont pas sérieuses? Et aujourd'hui, elles ne sont pas sérieuses. Donc si vous aviez acheté une obligation turque en 2021...
aujourd'hui, elle a perdu 97% de sa valeur. C'est-à-dire que, conceptuellement, je ne dis pas que ça va se passer, mais si on continue à faire n'importe quoi avec notre dette et à ne pas traiter le problème, les obligations françaises peuvent baisser de 97% par rapport à l'or. Mais l'or vaudra toujours un gramme d'or. Ouais, ce que je veux dire, c'est ce qui s'écroule, c'est pas l'or qui monte. C'est tout le reste autour qui s'écroule. C'est les obligations françaises qui s'écroulent parce qu'elles sont de moins en moins crédibles. Et c'est aussi la fuite devant la monnaie. C'est la fuite devant la monnaie. C'est la loi de Gresham qui est la plus vieille. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Alors donc, vous voyez que vous avez un problème avec maintenant le cash ou les obligations. Mais alors maintenant, passons aux actions. Parce que c'est aussi un truc très important. Les actions, c'est, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, quand on vous a expliqué qu'il fallait être en action ou en or, c'est aussi une réserve de valeur. Le prix peut varier, mais c'est une réserve de valeur. Et là, je divise le cours des actions mondiales, l'indice mondial des actions, donc les actions du monde. Je suis donc indice mondial contre or, ouais, par le prix de l'or, avec une fois de plus la moyenne mobile à 7 ans. Et donc, quand la ligne noire est au-dessus de la ligne rouge, ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que prendre des risques, ça paye. C'est-à-dire que tu te dis, bon, je peux acheter des actions ou acheter de l'or. Et en principe, prendre des risques, ça paye. Donc, ça veut dire que je ferais mieux d'être en action que dans l'or. C'est-à-dire que ça se passe, mettons, encore une fois, 82, 83, 2000, vous faites beaucoup mieux dans l'or, vous faites infiniment mieux dans l'or. Et puis quand les actions se mettent à faire moins bien que l'or, c'est qu'il y a un loup dans le système. C'est-à-dire que la rentabilité du capital investi en prenant des risques est inférieure à ce que tu pourrais faire en ne prenant pas de risques, en ayant de l'or. Et à ce moment-là, tu te dis, c'est qu'il y a un loup. Je ne sais pas quel est le loup, mais il y a un loup. Et donc, vous voyez bien, là, il y a eu un loup, on a perdu pas mal d'argent, puis on a regagné, ça a été un peu mieux avec la crise de 2008, 2009, 2010, on est rebondi, ils ont mis tellement de pognon dans le système, et à nouveau, on recasse à la baisse. Oui. Donc, je me dis, les actions, c'est bien, mais il faut peut-être pas acheter toutes les actions, mais il y a quand même un loup dans le système. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre d'avoir un portefeuille qui est uniquement en actions. Il faut que tu le protèges. Et ça peut être que l'or. Est-ce que le problème, ça ne pourrait pas être, je pose une question, que certaines actions, comme Nvidia pour ne pas la citer, seraient peut-être des bulles spéculatives au détriment d'actions plus schumpeteriennes Peut-être, il y a peut-être ça. C'est peut-être parce qu'on a l'impression que quand tu regardes le S&P, quand tu regardes les marchés américains, en tout cas dans une certaine mesure le CAC 40, qu'il y a des valeurs qui tirent pratiquement tout le marché au détriment d'autres valeurs qui sont bien, qui font rien, mais qui sont bien. Mais, tout à fait, c'est pas impossible, mais là ce que je crois, c'est qu'il y a dans le fond... Ce que c'est en train d'essayer de nous dire, là, c'est que je crois que le vrai problème, c'est que nos systèmes financiers ne peuvent plus fonctionner pour que la social-démocratie marche. Je crois qu'on est en train d'arriver à la fin de la social-démocratie et qu'il y a quand même beaucoup de sociétés qui sont branchées sur la social-démocratie. Donc, j'essaye de dire aux gens, si vous achetez des actions qui n'ont rien à voir avec la social-démocratie, rien à voir avec l'État. Vous achetez pas des éoliennes, quoi. Vous achetez pas des éoliennes, vous achetez des airs liquides qui sont là-bas travailler, des Schneider qui sont là-bas, qui font des trucs utiles, mais vous achetez pas des gens, je sais pas, les Carrefour, allez, qui vivent parce que on donne des subventions aux gens pour qu'ils aillent acheter alors qu'ils n'ont pas un rond. Bref. Donc là, je me demande si c'est pas en train de nous dire la fin de la social-démocratie, tu vois, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un immense changement politique qui arrive devant nous. Et l'avantage de l'Asie, c'est qu'ils n'ont pas de social-démocratie. Tu vois, ils n'ont jamais passé par la case social-démocratie. Donc, ils n'ont pas ces espèces de dépenses forcées pour... aujourd'hui, je crois que la France représente quelque chose comme 1% du PIB mondial et 9% des dépenses sociales du monde. Bon, mais je me dis, ça ne peut pas durer, quoi. C'est... Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que quand vous achetez des actions dans votre portefeuille, vous achetez des actions capitalistes et pas des actions communistes. Acheter des actions communistes,
Ça marche quand la social-démocratie fonctionne, mais ça ne marche pas le reste du temps. Et on arrive à la fin de ce yoyotage autour de la social-démocratie. Donc là, il va falloir un peu tirer des traits. Il va falloir tirer des traits. Et ne soyez pas celui qui a le mistigris au moment où ça arrive. Voilà. Parce qu'au jeu des chaises musicales... Ce qui est très inquiétant aussi, c'est vous prenez maintenant le marché des actions américains. Donc le S&P 500, le S&P 500 depuis 1925. Ah, c'est intéressant, tu es revenu plus en arrière. Un siècle. Donc la ligne noire qui monte, ça veut dire que les actions font mieux. La ligne noire qui elle est au-dessus de la ligne rouge, encore une fois, la moyenne mobile à 7 ans. Vous voyez que vous avez eu donc 4 grandes hausses, qu'on appelle des vrais bull market, 1920-1930, puis ensuite on se ramasse, puis ensuite de 1950 à peu près à 2000, à 1970, donc là ça marche très très bien. Très fort. Et puis rebelote, ça c'est la hausse des prix du pétrole. Ensuite, le plus grand bull market de tous les temps, ça a été 1980 à 2000, ça a été incroyable. Puis ça se repète la gueule. On en a eu un autre derrière, et maintenant ça se repète la gueule. Donc, si j'ose dire, le marché américain, qui est le marché le leader du monde, c'est celui qui tire les autres, est en train de me donner le même message, il y a un loup. Alors, est-ce que c'est, pour le marché américain, est-ce que c'est la fin de la domination du dollar ? Est-ce que c'est la fin de... Je sais pas. Parce que, souvenez-vous, c'est une leçon que Charles avait fait et qui disait souvent, c'est que vous retrouverez dans le livre qui arrive, qui sont les mondes de demain, toute cette leçon sur l'or, et que vous pouvez commander dès à présent, si ce n'est déjà fait, sur l'édition Pierre de Taillac, c'est il faut toujours suivre l'or au travers du temps. Quand l'or est passé de Venise à Amsterdam, il fallait le suivre à Amsterdam. Quand l'or est passé de Amsterdam à Londres, il fallait le suivre à Londres. Quand on est passé de Londres à New York, il fallait aussi le suivre. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne serait pas en train de passer avec la révolution que ça veut dire en sous-jacent comme lutte de pouvoir de New York continent nord-américain à l'Asie. Voilà. Et donc, il y a en sous-main des forces qui sont en jeu, et bien malin celui qui saurait ce qui se passe. Mais on le constate, et l'or nous envoie des messages, l'or nous parle, donc c'est important de le voir aussi. Mais l'or, il crapaille tout le temps. Donc, oui, bien sûr. C'était très curieux. Donc là, il a été aux États-Unis, donc ils avaient gagné les deux guerres, 14-18 et 39-45, donc c'était le point névralgique, là où et puis maintenant, il est en train de partir beaucoup vers l'Asie, vers la Chine. Et ça fait déjà un moment qu'on l'a vu. En Inde, ils ont des réserves d'or faramineuses. Donc, voilà, c'est une des raisons, c'est une bonne remarque, c'est de dire il faut jamais avoir des monnaies ou des obligations des pays dont l'or s'en va. Voilà. Parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas compétitifs. Bah oui, évidemment. L'or, c'est une façon de jouer avec ses pieds. De mesurer la convivialité, voilà. Ouais. Parce que si vous avez confiance dans votre monnaie, ma foi, vous achetez du Deutsche Mark, vous voyez, vous achetez du dollar, vous achetez... Mais aujourd'hui, l'euro, c'est pas une monnaie, c'est un traité, donc c'est une saloperie. Voilà. Et alors, le marché français, regardez aussi, là, il est beaucoup plus court, je ne les chiffre que depuis... T'as fait un marché français, il est où ? Racine-Franché, oui. Là, depuis 1975, on a eu la grande hausse de 1983-84, quand les socialistes ont cessé de faire jusqu'à 2000, et depuis, ça se viande, Bah oui, c'est pas génial. C'est pas génial. Et quand vous regardez là où on est... Alors que les ultra-riches, monsieur. Absolument, les ultra-riches, oui. Alors regardez, aujourd'hui, on est en 180. Il n'y a que ceux qui ont acheté des actions depuis avant 1995 qui font mieux que l'or. Tu vois, pendant la période... Mais ça fait 30 ans que l'or fait mieux que le marché des actions. Ça veut dire que le marché des actions vous dit le pays est géré comme un cochon. Il y a un problème. Et le problème, je vais vous annoncer une grande nouvelle, vous l'avez tous identifié. Non ? C'est l'ENA. Ah oui, bien sûr. Mais évidemment. C'est l'ENA. Vous voyez ? Hop ! C'est des crétins. Bon, alors maintenant, passons à l'endroit où l'or arrive. Vous prenez la bourse de Shanghai contre l'or, alors c'est que depuis 1995, ça fait jamais que 20 ans, mais vous voyez que c'est une grosse horizontale, ça baisse pas comme en France. Il y a des moments où il faut acheter de l'or, il faut acheter la bourse de Shanghai, il faut acheter de l'or, il faut acheter la bourse de Shanghai. Depuis quelque temps, je dis aux gens d'acheter la bourse de Shanghai, qui marche très bien, donc je suis très content. Mais là, j'ai pas le même sentiment d'un truc qui se vomit. C'est un truc horizontal. Bon, ça va, je peux vivre avec l'horizontal.
Alors maintenant, on arrive, quel est le danger dans le système? C'est très important, quel est le danger dans le système? Ben, c'est celui-là. C'est-à-dire que sur le long terme... C'est quoi celui-là? C'est le prix du... Prix du pétrole depuis 1900. 1900. Alors vous mettez le prix du pétrole depuis 1900 en dollars. Vous voyez, c'est la ligne qui monte comme ça, c'est-à-dire que le pétrole est monté. Bon, oui. Puis il a une espèce de hausse comme ça. Bon. Maintenant, on est au milieu de la pente de hausse, donc rien de spécial à dire. Mais si vous le mesurez en or, non pas en pétrole, non pas en dollars qui se sont pétés la gueule, vous voyez que vous avez une horizontale. C'est-à-dire que sur les 130 dernières années, le pétrole et l'or, ils reviennent toujours au même niveau l'un par rapport à l'autre. Et aujourd'hui, l'or est extraordinairement cher par rapport au pétrole. Vous voyez ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'énergie, le pétrole, n'a pour ainsi dire jamais été aussi bon marché. Et donc, comme vous savez que l'économie, c'est de l'énergie transformée, ça veut dire que les hausses qu'on a dans les marchés aujourd'hui viennent toutes d'un seul fait, c'est que l'énergie est très, 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 très bon marché. Et que si elle se met à péter la hausse... Les profits. Là-haut. Et ça m'expliquait aussi pourquoi les marchés des actions baissent. Parce que les marchés des actions, ils sentent que si l'énergie se met à monter, ils ne vont pas être bien. Donc, à tout hasard, ils viennent un peu avant. Dans le si doute, si on panique un petit coup. Donc, le seul truc qui me fout la trouille dans le monde actuel, c'est le prix de l'énergie. Et alors là, je voudrais terminer là-dessus, parce que c'est quand même un élément important, c'est... L'économie, c'est de l'énergie transformée, très bien. Le prix de l'énergie en Allemagne et en France est à peu près à 6. Le prix de l'énergie aux États-Unis est entre 2 et 3, et en Chine, il est de 1. Pourquoi croyez-vous, non mais sans blague, que la Chine va bien? C'est parce qu'ils ont fait des investissements monstrueux dans la production d'électricité. Ils ouvrent une centrale à charbon toutes les semaines. Mais oui. Et ils ouvrent une centrale nucléaire tous les 6 mois. Pendant que nous, on accroche encore une fois nos bouchons sur les bouteilles. Nous, on accroche nos bouchons pour sauver la planète. Donc, vous vous dites, mais aujourd'hui, vous savez très bien que, dans le fond, la bagarre économique des années qui viennent, ça va se passer entre les États-Unis, s'ils réussissent leur coup, et la Chine. Mais l'Europe, on est fait comme des rats. Parce que nos systèmes politiques ont décidé que la croissance, c'était mauvais. Je vais vous donner un chiffre que je trouve stupéfiant, c'est qu'en 2017, l'Europe construisait 17 millions de voitures. Bon, aujourd'hui, on va en construire 9 millions. Et il y a 250 millions de vieilles voitures en France, en Europe, qui ont plus de 10 ans. Donc, il va falloir remplacer, dans les 10 ans qui viennent, allez, je ne sais pas combien, 10 millions de voitures par an. Mais on n'a plus les capacités, on a fermé les usines. J'ai vu qu'en Allemagne, ils font des plans sociaux monumentaux parce que, comme tu l'avais annoncé, ils sont obligés, étant donné qu'il n'y a plus le carnet de commandes. Volkswagen a arrêté la production de ses électriques, voitures électriques, parce qu'ils n'ont pas le carnet. Parce que les gens ne l'achètent pas. Donc pareil, il va y avoir des plans sociaux parce que tu peux pas garder malheureusement des ouvriers. Bon, ce qui va mettre en tension des régions entières. L'Europe, en se coupant de la Russie et en tuant son industrie automobile, ce que disait le patron des industries automobiles européennes, il disait sans voiture, sans construction de voiture, il n'y a plus d'industrie parce que toute l'industrie, à un moment, ça passe pour la voiture. Donc, on n'a plus d'industrie. Donc, l'Europe a décidé de ne plus avoir d'industrie. Mais ça veut dire aussi que s'il y a moins de voitures, par exemple, pour les péages, pour qu'ils s'y retrouvent, ils vont devoir augmenter la taxation sur ceux qui roulent encore. Donc, ce qui veut dire aussi que potentiellement, les routiers qui amènent ça et là, il va y avoir une hausse du coût des transports. Mais il va y avoir aussi pour les camions qui amènent, tu sais, tu as toujours vu passer les tomates. Non, seulement ça, mais j'ai vu des camions qui avaient 12 voitures sur le camion qui roulaient pour les amener aux... il n'y aura plus de camions qui rouleront. Mais vous n'imaginez pas, il y a une volonté politique de suicide. De décroissance. De suicide, de décroissance. Et une fois de plus, c'est ces corneaux d'Allemands. On va dire, nous en France, on n'est pas mieux, mais
Là, c'est vraiment ça, toute cette politique, ça a été Mme Merkel, etc. Donc, encore une fois, ça m'amène à penser que vous ne devez avoir dans vos portefeuilles actions en France, si vous avez des actions françaises, que des actions qui n'ont rien à voir avec l'Europe. C'est quand même un message qu'il faut marteler en disant c'est très bien, on a d'excellentes valeurs en France, on a du pot parce qu'il n'y en a pas en Italie, il n'y en a pas tant que ça en Angleterre, en Allemagne, elles sont toutes, leur base industrielle est en Allemagne, nous on a du pot, on a une dizaine de grandes valeurs qui ont compris il y a longtemps que ça allait pas bien et qui ont été scolées partout dans le monde sauf en France. Donc on a cette chance, saisissez-la, mettez votre fric là-dedans, ils s'occuperont de votre pognon beaucoup mieux que n'importe qui d'autre. Ben voilà. Ben voilà. Donc l'or nous envoie plein de messages. Hein. Voilà. J'espère que justement vous avez compris le petit schéma qu'on a essayé d'expliquer de pourquoi l'or nous raconte une histoire et pourquoi il est intéressant de l'écouter. On se trouve aujourd'hui, nous, pas très loin peut-être, d'un de ça. Voilà. Ce qu'on appelle un bust déflationniste chez nous en Europe. On va risque de passer soit là, et c'est horrible. Et c'est horrible dans les deux cas. Un bust inflationniste peut-être aux États-Unis, parce que l'inflation a repris. Peut-être chez nous, si notre monnaie décroche et qu'on s'écroule et que l'euro se ratatine ou j'en sais rien, c'est pas impossible. Mais sinon, ce qui nous attend, c'est-à-dire on n'est plus capable de rembourser nos dettes. Oui. Et je crois que depuis la première fois, depuis très très longtemps, les dettes des très belles sociétés, justement comme Air Liquide ou j'en sais rien, empruntent moins cher que l'État français. Oui, j'ai lu ça aussi. C'est incroyable. C'est-à-dire que le risque Air Liquide est plus faible que le risque État français. Bah, de toi à moi, je trouve pas ça aberrant. Enfin, moi, je suis un tiers. Tu te dis, mais oui, bien sûr. Donc, l'or, c'est très intéressant parce que dans le fond, c'est une espèce de trouillomètre. Oui. Et ce que vous dit le trouillomètre aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être des raisons d'avoir peur. Eh ben voilà. Bon, merci infiniment de nous avoir suivis. Encore une fois, je rappelle les choses que vous devez savoir. Bon, déjà, vous pouvez nous trouver sur Spotify et Deezer. Vous pouvez aller plus loin si vous choisissez de nous suivre à l'Université de l'Épargne. L'Université de l'Épargne est constituée de cours qui sont dans ce format-là. C'est pas très différent. Donc, vous avez des leçons, mais vous pouvez vous y référer dans le catalogue autant de fois que vous voulez, avec des leçons plus particulières sur la façon de... Il y aura aussi un moteur de recherche pour vous aider à chercher ce qui vous intéresse. Vous avez une partie qui est un blog où l'on discute les uns avec les autres et où on se pose des questions et on y répond. Et il y a beaucoup de gens, il y a 1500 personnes sur le blog, c'est énorme. Ce qui est énorme. Et on essaie de s'aider les uns les autres. Et puis aussi, vous pouvez avoir accès comme ça à nos événements où vous avez la chance de rencontrer le DAF. Le DAF, qui a beaucoup ronflé. Qui a beaucoup ronflé, comme à son habitude. Voilà, on vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci.